La généalogie des souverains marocains est indissociable de l'histoire des dynasties chérifiennes, c'est-à-dire des lignées se réclamant de la descendance directe du prophète Mahomet par sa fille Fatima et son gendre Ali. Si le Maroc a connu plusieurs grandes dynasties comme les Idrisides, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides ou les Sadiens, c'est la dynastie alaouite qui règne sur le pays depuis l'année 1666 jusqu'à nos jours. L'histoire et la transmission du pouvoir chez les Alaouites se découpent en 3 grandes périodes historiques. Pour ce qui est des fondations et de la consolidation au XVIIe et XVIIIe siècle, la dynastie prend racine dans la région du Tafilaleh dans le sud-est du Maroc avant de s'imposer sur l'ensemble du territoire sous l'impulsion de 2 figures majeures. Le premier est Moulay Rachid, de 1666 à 1672, qui est considéré comme le véritable fondateur de l'État alaouite unifié en s'emparant de Fès puis de Marrakech. Le second est Moulay Ismaïl, de 1672 à 1727, qui est le frère du précédent. Son règne de 55 ans est l'un des plus marquants de l'histoire marocaine car il centralise le pouvoir, crée une armée puissante appelée les Abids al-Bukhari et déplace la capitale à Meknès. Après la mort de Moulay Ismaïl, le Maroc traverse une période de transition et d'instabilité successorale complexe, où ses nombreux fils se disputent le trône, souvent arbitré par l'armée. L'ordre se rétablit avec Mohamed III, de 1757 à 1790, qui ouvre le Maroc au commerce international et le premier chef d'État à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Vient ensuite l'ère moderne et les rois contemporains au XXe et XXIe siècle. Au XXe siècle, le titre de sultan est officiellement remplacé par celui de roi, ou malik, sous Mohamed V, marquant la modernisation des institutions. Cette période commence avec Moulay Youssef, de 1912 à 1927, dont le règne débute au tout début du protectorat français et qui est le père de Mohamed V. Ce dernier règne de 1927 à 1961 comme sultan puis comme premier roi du Maroc à partir de 1957. Il s'impose comme la figure de proue de l'indépendance obtenue en 1956. Exilé par la France en 1953, son retour triomphal consolide la légitimité de la couronne. Son fils aîné Hassan II lui succède de 1961 à 1999. Il forge le Maroc moderne, centralise fortement le pouvoir politique et lance la marche verte en 1975. Enfin, Mohamed VI, fils aîné de Hassan II, est le roi actuel du Maroc depuis 1999. Son règne est marqué par des réformes sociétales comme le code de la famille ou Moudawana et une modernisation économique infrastructurelle. Les règles de succession au Maroc reposent traditionnellement sur la primogéniture directe de la lignée masculine. L'héritier présomptif du trône est le fils aîné du roi actuel, le prince héritier Moulay El Hassan, né le 8 mai 2003 du roi Mohamed VI et de la princesse Lala Salma. Pour bien comprendre ce qui a précédé cette époque, il faut se pencher sur les 5 grandes dynasties pré-alaouites et leur impact historique. Avant l'avènement des Alaouites au XVIIe siècle, l'histoire du Maroc a été façonnée par 5 grandes lignées successives. Chacune d'elles a laissé une empreinte indélébile sur l'identité politique, religieuse, architecturale et territoriale du pays, faisant passer le Maroc d'un ensemble de tribus rivales à un empire craint et respecté à l'échelle internationale. La première d'entre elles est la dynastie des Idrisides, de 789 à 974, qui marque la fondation de l'État marocain. C'est la première dynastie chérifienne, fondée par Idriss Ier, un descendant du prophète qui fuit le Moyen-Orient et trouve refuge auprès des tribus berbères locales, notamment les Aouraba, qui l'élisent imam. Au niveau de l'impact historique, les Idrisides unifient une grande partie des tribus berbères sous la bannière de l'islam et fondent la ville de Fès, qui devient le cœur culturel, religieux et politique du pays. C'est sous leur règne qu'est construite la célèbre université Al-Qarawiyyin, considérée comme la plus ancienne institution universitaire encore en activité au monde. La deuxième lignée est celle des Almoravides, de 1040 à 1147, qui crée un véritable empire saharien et s'ancre en Andalousie. Venus du Sahara occidental, dans les territoires actuels de la Mauritanie et du sud marocain, ces berbères nomades et puritains sont menés par le grand stratège Youssef ibn Tachfin et conquièrent un territoire immense. Leur impact historique est majeur puisqu'ils unifient le Maroc et étendent leur empire du fleuve Sénégal jusqu'à l'Espagne musulmane, nommée Al-Andalus, qu'ils sauvent de la reconquista chrétienne à la bataille de Sagraja en 1086. Ils fondent la ville de Marrakech en 1062, qui devient leur capitale et donne indirectement son nom au pays. Les Almohades prennent la suite de 1147 à 1269, marquant l'apogée de l'Empire et la grandeur architecturale. Né dans les montagnes du Haut Atlas à Tinmel, ce mouvement réformateur berbère renverse les Almoravides. Sous des califes comme Yacoub Tel Mansour, l'Empire almohade atteint une puissance inégalée. C'est l'apogée territoriale et intellectuelle du Maroc occidental, car l'Empire englobe tout le Maghreb actuel et Al-Andalus. Sur le plan architectural, il nous laisse des chefs-d'œuvre de l'art hispano-mauresque comme la Koutoubia à Marrakech, la Giralda à Séville et la Tour Hassan à Rabat. Ca.
Aussi l'époque où rayonnent de grands philosophes comme Averroès et Maïmonide. La quatrième dynastie est celle des Mérinides, de 1269 à 1465, qui correspond à l'âge d'or des Médersas. Cette dynastie berbère, originaire des hauts plateaux de l'Est, prend le pouvoir après le déclin des Almohades. Ne pouvant plus rivaliser militairement en Espagne, il se recentre sur l'administration et la culture marocaine. Fès redevient la capitale sous le nom de Fès el Jdid. Les Mérinides excellent dans l'art architectural civil et religieux. Ils construisent les plus belles médersas, qui sont des écoles coraniques et universitaires, à l'image de la médersa Bouinania, caractérisée par la finesse extrême de leurs stucs, de leurs éliges et de leurs bois sculptés. Il faut noter une transition entre 1465 et 1549, où la courte dynastie des Ouattacides succède aux Mérinides dans un contexte d'extrême faiblesse politique, marqué par les premières incursions maritimes portugaises et espagnoles sur les côtes marocaines, notamment avec la prise de Ceuta, Tanger et Safi. La cinquième dynastie pré-alaouite est celle des Sadiens, de 1549 à 1659, qui incarne le sursaut chérifien face aux empires européens. Originaire de la vallée du Draa, cette dynastie arabe réaffirme la légitimité chérifienne pour mener le combat contre les envahisseurs chrétiens installés sur le littoral. Il sauve l'indépendance du Maroc lors de la mythique bataille des Trois Rois en 1578 à Oued al-Makazin, brisant l'armée portugaise où meurt le roi Sébastien Ier. Le sultan Ahmad al-Mansur, dit le Doré, mène ensuite la conquête de l'empire Songaï au Mali actuel, inondant Marrakech d'or et de richesses. C'est à eux que l'on doit les somptueux tombeaux sadiens et le palais El Badi à Marrakech. Pour s'arrêter sur le déroulement et les conséquences de cette fameuse bataille des Trois Rois en 1578, il faut rappeler qu'elle est aussi connue sous le nom de bataille de l'Oued al-Makazin ou bataille de Ksar el-Kébir. Le 4 août 1578, le destin de trois souverains bascule en l'espace de quelques heures dans les plaines du nord du Maroc, redéfinissant l'équilibre des puissances en Méditerranée. À l'origine, il s'agit d'une crise de succession au sein de la dynastie sadienne. Le sultan Abu Marwan Abd al-Malik s'empare du trône en détrônant son neveu, Moulay Mohamed, dit al-Moutawakil. Déchu, le neveu s'enfuit et cherche de l'aide à l'étranger. Il frappe à la porte du jeune et impétueux roi du Portugal, dont Sébastien Ier. Ce dernier, animé d'une ferveur mystique de croisade et rêvant de conquérir l'Afrique du Nord, saute sur l'occasion. Malgré les avertissements de son oncle Philippe II d'Espagne, le roi portugais lève une immense armada d'environ 17 000 à 20 000 hommes, dont de nombreux mercenaires allemands, italiens et espagnols, et débarque à Tanger pour réinstaller le neveu déchu sur le trône. Le choc a lieu près de Ksar el-Kébir, au confluent de la rivière de l'Oued al-Makazin et du fleuve Louko. Le sultan Abd al-Malik, bien que gravement malade, vraisemblablement empoisonné ou terrassé par une crise de santé, fait preuve d'un génie tactique remarquable. Il dispose d'une armée supérieure en nombre avec environ 40 000 à 50 000 hommes, composée d'une puissante cavalerie arabe et berbère, ainsi que de contingents de janissaires et de renégats européens armés de fusils et d'artillerie. Abd al-Malik laisse les Portugais traverser la rivière. Une fois l'armée de Sébastien engagée dans la plaine, le sultan fait détruire le seul pont derrière eux, les coupant de toute retraite. La cavalerie marocaine enveloppe l'armée portugaise en formant un immense croissant. L'artillerie sadienne fait des ravages dans les lignes serrées des piquiers européens. Face à la charge dévastatrice de la cavalerie marocaine, les lignes chrétiennes cèdent à la panique et l'affrontement vire au carnage. La bataille tire son nom du sort extraordinaire et simultané des trois monarques impliqués. Le premier est le roi chrétien Sébastien Ier du Portugal, qui combat courageusement au cœur de la mêlée mais refuse de se rendre et finit tué sur le champ de bataille. Son corps ne sera jamais formellement identifié par ses sujets, ce qui donnera naissance à un mythe national au Portugal. Le deuxième est le roi déchu Moulay Mohamed, qui, voyant la défaite, tente de fuir en traversant l'Oued al-Makazin à la nage mais se noie sous le poids de son armure. Son corps est retrouvé, écorché et exposé à Marrakech pour l'exemple. Le troisième est le roi vainqueur, le sultan Abd al-Malik, qui meurt au début de la bataille dans sa litière, épuisé par la maladie. Pour ne pas briser le moral de ses troupes, ses proches gardent sa mort secrète jusqu'à la victoire finale. C'est son frère, Ahmad al-Mansur, qui est proclamé sultan sur le champ de bataille même. L'impact de cette victoire marocaine résonne comme un séisme géopolitique dans le monde entier. Pour le Maroc, c'est le début de l'âge d'or d'Ahmad le Doré, et le nouveau sultan profite d'un prestige international immense. Le Maroc s'impose comme la seule puissance d'Afrique du Nord capable de résister aux empires européens. Les Sadiens libèrent les nobles portugais capturés contre d'immenses rançons en or, et cette fortune permet à Al-Mansur de bâtir le somptueux palais El Badi à Marrakech et de moderniser l'État. L'indépendance est préservée, et le Maroc noue des relations diplomatiques d'égal à égal avec l'Angleterre de la reine Élisabeth Ier et l'Empire ottoman. Pour le Portugal, c'est un désastre absolu car le pays a perdu son roi, sa noblesse et son armée.
Sébastien Ier n'ayant pas d'héritier, la couronne portugaise passe 2 ans plus tard entre les mains de son parent le plus proche, Philippe II d'Espagne. Le Portugal perd son indépendance et est annexé par l'Espagne pendant 60 ans. Si l'on revient à l'époque moderne, le rôle de Mohamed V dans l'indépendance et la modernisation du statut royal est absolument central. Il est la figure de proue qui a permis de transformer une mosaïque de résistance locale et de mouvements politiques partisans en un élan national uni. Son action s'est jouée sur 2 fronts simultanés, à savoir arracher l'indépendance de la France et de l'Espagne tout en modernisant l'institution monarchique pour l'inscrire dans le XXe siècle. Son action commence par un basculement vers le nationalisme entre 1943 et 1947. Choisi en 1927 par les autorités coloniales françaises qui le pensaient jeune et docile, Mohamed Ben Youssef va progressivement s'émanciper et lier le destin de la couronne à celui du mouvement nationaliste, notamment le parti de l'Istiklal. Lors de la conférence d'Anfa en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, le sultan profite du débarquement allié en Afrique du Nord pour s'entretenir en tête-à-tête avec le président américain Franklin D. Roosevelt. Il obtient de ce dernier un soutien de principe à l'indépendance marocaine une fois la guerre terminée, contournant ainsi le protectorat français. Le discours historique de Tanger du 9 avril 1947 marque le véritable point de non-retour. En se rendant à Tanger, alors zone internationale, le sultan prononce un discours mémorable où il affirme haut et fort l'unité du Maroc, son attachement au monde arabo-islamique et réclame l'indépendance matérielle et politique du pays. Pour la première fois, il omet de saluer la France ou le protectorat dans son allocution officielle. Le sacrifice et l'exil provoquent ensuite la naissance du mythe entre 1953 et 1955. Face à son refus obstiné de signer les décrets, ou d'haïr, que la France veut imposer pour maintenir sa tutelle, la tension monte. Le résident général français, le général Guillaume, s'allie avec le pacha de Marrakech, Tami El Glaoui, pour destituer le sultan. Le 20 août 1953, Mohamed Ben Youssef et sa famille sont arrêtés et déportés par la France, d'abord en Corse, puis à Madagascar. Les autorités coloniales placent son cousin, le vieux Ben Arafat, sur le trône. Cet exil déclenche la révolution du roi et du peuple. L'effet produit est l'inverse de celui recherché par la France car l'exil transforme le sultan en un martyr national et un symbole sacré de la résistance. Le peuple marocain refuse de reconnaître Ben Arafat. Des attentats, des boycotts et des révoltes éclatent dans tout le pays sous le mot d'ordre du retour du sultan légitime. Devant l'enlisement de la situation et la guerre qui débute en Algérie voisine, la France cède. Lors des accords de la Celle-Saint-Cloud à l'automne 1955, elle organise le retour triomphal de Mohamed V, qui proclame officiellement l'indépendance du Maroc le 2 mars 1956. La modernisation du statut royal s'opère en 1957. Une fois l'indépendance acquise, le plus grand défi de Mohamed V est d'éviter que le Maroc ne bascule dans une dictature théocratique ou dans l'anarchie des factions politiques. Il va alors moderniser la structure même de l'État en passant du statut de sultanat à celui de royauté. En août 1957, Mohamed Ben Youssef abandonne officiellement le titre traditionnel de sultan pour prendre celui de roi du Maroc. Ce changement apporte une sécularisation relative et une ouverture, car le terme de sultan renvoyait à une souveraineté de type impérial et exclusivement religieuse. Le titre de roi aligne le Maroc sur les concepts des États-Unis et des monarchies constitutionnelles européennes modernes. Le souverain devient le garant des institutions civiles, arbitre au-dessus des partis politiques. Il crée les forces armées royales et jette les bases de la première constitution. Le roi conserve toutefois son titre religieux de commandeur des croyants, ou Amir al-Mouminin, assurant ainsi l'équilibre parfait entre la tradition islamique millénaire du pays et la modernité politique occidentale. Cette modernisation se voit aussi dans la transmission du pouvoir. En choisissant dès 1957 de désigner officiellement son fils aîné, le futur Hassan II, comme prince héritier, Mohamed V rompt avec les anciennes traditions successorales de l'Empire où le choix du souverain donnait lieu à de violentes luttes fratricides arbitrées par les oulémas ou l'armée. Il instaure la primogéniture directe, garantissant la stabilité politique dont le Maroc moderne bénéficie encore aujourd'hui. La mort soudaine du roi Mohamed V le 26 février 1961 propulse son fils sur le trône sous le nom de Hassan II. Le jeune souverain de 31 n'en hérite d'un pays nouvellement indépendant, mais politiquement fragmenté et instable. Pour pérenniser la monarchie et stabiliser le pays, Hassan II déploie une stratégie méthodique combinant l'affirmation de sa double légitimité, l'affaiblissement des partis politiques d'opposition, notamment l'Union nationale des forces populaires, et l'octroi de la toute première constitution du pays. La rédaction de la première constitution en 1962 pose le fondement juridique du pouvoir. Contrairement aux souhaits de l'opposition de gauche qui réclamait une assemblée constituante élue pour rédiger les lois fondamentales du pays, Hassan II décide de garder l'entière initiative du texte. Il fait rédiger la Constitution par un comité restreint d'experts de son choix.
Soumise à un référendum populaire le 7 décembre 1962, cette première constitution est approuvée à une écrasante majorité de plus de 96% des voix. Elle pose les bases du régime constitutionnel monarchique marocain en plaçant le roi au centre de tout. L'article 35 confère au roi des pouvoirs exécutifs exceptionnels puisqu'il nomme le Premier ministre, peut dissoudre le Parlement par décret et déclarer l'état d'exception. Le texte affirme également la sacralisation de la fonction en disposant que la personne du roi est inviolable et sacrée. Enfin, elle valide l'institutionnalisation du pluralisme politique car, fait marquant pour l'époque dans le monde arabe, la Constitution interdit explicitement le système du parti unique dans son article 3. Hassan II utilise ce multipartisme pour diviser pour mieux régner, favorisant la création de partis d'ambiance royaliste pour contrer l'opposition nationaliste et de gauche. Pour consolider son autorité sur toutes les strates de la société marocaine, des élites urbaines éduquées aux tribus berbères rurales, Hassan II orchestre l'alliance de la tradition et de la modernité à travers le concept de la Béat. Il insiste lourdement sur son titre religieux de commandeur des croyants inscrit dans la Constitution, se positionnant non seulement comme un chef d'État politique, mais comme le guide spirituel suprême du pays. Il modernise également la cérémonie de la Béat, qui est l'allégeance traditionnelle, en la transformant en un grand rituel annuel hautement médiatisé. Chaque année, les fonctionnaires, les élus et les notables en djellaba blanche s'inclinent devant le roi monté sur son cheval noir, réaffirmant de manière spectaculaire le pacte entre le trône et les élites locales. La situation se tend ensuite avec le bras de fer avec l'opposition et l'état d'exception en 1965. La mise en place de la Constitution de 1962 ne suffit pas à apaiser les tensions professionnelles et politiques, et les élections législatives de 1963 montrent la forte poussée de l'opposition dans les villes. Lors des émeutes de mars 1965, à la suite d'une réforme restreignant l'accès au lycée, de violentes manifestations d'étudiants et d'ouvriers éclatent à Casablanca. La répression menée par l'armée sous la direction du général Oufkir est féroce. Constatant le blocage complet du Parlement et l'instabilité de la rue, Hassan II prend une décision radicale en juin 1965 en déclarant l'état d'exception de 1965 à 1970. Il suspend la Constitution qu'il a lui-même fait voter 3 ans plus tôt, dissout le Parlement et assume seul les pleins pouvoirs législatifs et exécutifs. Cette période marque le début de ce que les historiens nommeront plus tard les années de plomb, caractérisées par une centralisation absolue du pouvoir autour de l'appareil sécuritaire de la monarchie, la disparition d'opposants comme Mehdi Ben Barka en octobre 1965 et l'étouffement des contestations. Malgré 2 tentatives de coup d'État militaire majeurs au début des années 1970, à Skira en 1971 et lors de l'attaque du Boeing Royal en 1972, auquel il survit miraculeusement, son modèle de centralisation constitutionnelle et spirituelle restera intact. Il l'utilisera d'ailleurs comme un puissant levier d'union nationale en 1975 lors de la célèbre Marche verte. Les constitutions successives du Maroc sous le règne de Hassan II ont servi d'instrument de régulation politique pour adapter le pouvoir royal aux crises intérieures, aux tentatives de coup d'État, et vers la fin de son règne, aux exigences d'ouverture démocratique. Après l'état d'exception où le roi gouvernait seul, Hassan II utilise les révisions constitutionnelles pour desserrer ou resserrer l'étau politique selon le contexte. La Constitution de 1970 marque le verrouillage absolu après l'état d'exception. En 1970, Hassan II décide de mettre fin à 5 ans d'état d'exception. Cependant, loin de libéraliser le régime, la nouvelle Constitution consacre une concentration encore plus forte des pouvoirs entre les mains du souverain. On assiste à un affaiblissement du Parlement car le système bicaméral à 2 chambres de 1962 est remplacé par une chambre unique. De plus, la majorité des députés n'est plus élue au suffrage universel direct, mais via un collège indirect de notables locaux et de corporations professionnelles, facilement contrôlables par le ministère de l'Intérieur. Le texte apporte aussi un renforcement de l'exécutif royal puisque le roi nomme les ministres, peut légiférer par décret entre les sessions parlementaires et dispose d'un droit de veto absolu sur les lois votées. Les grands partis historiques comme l'Istiklal et l'UNFP dénoncent une parodie démocratique et appellent au prévisible rejet de l'opposition en boycottant le référendum. Le texte passe, mais la crise politique reste entière. La Constitution de 1972 se présente comme une main tendue qui sera finalement fauchée par les complots militaires. Moins d'1 an après le vote de la Constitution de 1970, le régime vacille lorsqu'en juillet 1971, le roi réchappe miraculeusement au coup d'État militaire de Skira. Comprenant qu'il ne peut gouverner durablement contre l'armée et sans l'appui des forces politiques civiles, Hassan II propose une nouvelle constitution dès le début de l'année 1972. Le texte fait des concessions à l'opposition en redonnant du poids au suffrage universel direct pour l'élection des 2/3 des députés du Parlement. On assiste à un élargissement des compétences parlementaires, le Parlement obtenant un pouvoir accru pour contrôler le gouvernement et voter le budget, tandis que le Premier ministre se voit déléguer certaines compétences exécutives mineures. Cependant,
Il s'agit d'un texte gelé par la crise. Bien qu'approuvé par référendum en mars 1972, cette constitution ne sera jamais appliquée dans l'immédiat. En août 1972, le roi survit à un second coup d'État avec l'attentat du Boeing Royal fomenté par le général Oufkir. Le Maroc entre alors dans une phase de glaciation politique. Il faudra attendre 1977, dans l'élan d'unité nationale créé par la Marche verte de 1975, pour que des élections législatives basées sur ce texte soient enfin organisées. La Constitution de 1992 marque l'amorce de la transition et l'ouverture internationale. 20 ans plus tard, le contexte a radicalement changé car la guerre froide est terminée. Le bloc de l'Est s'est effondré et la pression internationale en faveur des droits de l'homme s'accentue. Vieillissant, Hassan II souhaite pacifier ses relations avec l'opposition de gauche, la Koutla, et préparer une transition en douceur pour son fils, le prince héritier Sidi Mohamed. Le texte commence par l'affirmation des droits de l'homme, le préambule de la Constitution mentionnant explicitement pour la première fois l'attachement du Maroc aux droits de l'homme, tels qu'ils sont universellement reconnus. On note également l'ébauche d'un équilibre des pouvoirs car le gouvernement acquiert une existence plus autonome. Le Premier ministre est désormais chargé de proposer la liste des ministres au roi, alors qu'auparavant, le roi les choisissait seul. Le gouvernement devient pleinement responsable devant le Parlement, qui peut le renverser par une motion de censure. Enfin, le Conseil constitutionnel est créé pour contrôler la constitutionnalité des lois, ce qui pose un premier pas vers l'indépendance du droit face à l'arbitraire politique. En faisant évoluer ces textes, Hassan II a réussi un tour de force politique en cédant du terrain sur la gestion quotidienne de l'administration confiée au gouvernement tout en sanctuarisant les prérogatives royales stratégiques que sont la diplomatie, la défense et le domaine religieux. Ce cadre institutionnel a directement balisé le terrain pour la grande réforme constitutionnelle de 2011 sous Mohamed VI. Toute cette évolution mène au gouvernement d'alternance de 1998, souvent appelé l'alternance consensuelle, qui reste l'un des événements politiques les plus marquants du Maroc contemporain. Pour la première fois dans l'histoire du pays, et plus largement dans le monde arabe de l'époque, un souverain absolu confiait volontairement la direction du gouvernement à son opposant historique le plus radical. Cette transition pacifique a marqué la fin des années de plomb et a permis de stabiliser le royaume au moment crucial de la succession royale. Pour comprendre les protagonistes de cette histoire, il faut analyser la rencontre de deux anciens ennemis face au destin et mesurer le fossé qui séparait les deux hommes clés de cet accord. D'un côté, le roi Hassan II, monarque absolu qui a régné d'une main de fer depuis 1961. En cette fin des années 1990, il est gravement malade et se sait condamné à moyen terme. Sa hantise est de mourir en laissant un Maroc politiquement instable à son fils. De l'autre côté, Abderrahmane Youssouffi, avocat, intellectuel et premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, le principal parti d'opposition de gauche. Youssouffi incarnait la résistance au palais car il avait été arrêté à plusieurs reprises, condamné à de la prison sous Hassan II et avait passé 15 ans en exil en France avant de revenir au Maroc en 1980. Le rôle de Hassan II a été celui de l'architecte du compromis. Conscient que l'effondrement de l'Union soviétique imposait une démocratisation des régimes et que le Maroc traversait une grave crise économique et sociale, Hassan II décide de tendre la main à ses anciens opposants. Après avoir fait voter la Constitution réformée de 1996, qui créait un Parlement entièrement élu et organisait les élections législatives de 1997, le roi appelle l'opposition à former le gouvernement. Le 4 février 1998, il reçoit Abderrahmane Youssouffi au palais royal de Rabat et le nomme Premier ministre. Le rôle de Hassan II a été de garantir ce compromis en acceptant de partager une partie du pouvoir exécutif. Il a fixé les règles du jeu en confiant à la gauche la gestion de l'économie, du social et de l'administration quotidienne, tandis que le roi conservait ses prérogatives exclusives sur les ministères de souveraineté comme l'intérieur géré par l'inamovible Driss Basri, les affaires étrangères, la défense et les affaires religieuses. Le rôle d'Abderrahmane Youssouffi a quant à lui mis en valeur son sens de l'État. En acceptant le poste, Youssouffi prend un risque politique immense car une partie de la gauche radicale l'accuse de trahison et de compromission avec le Makhzen, le pouvoir central traditionnel. Cependant, Youssouffi est animé par un sens aigu de l'intérêt national. Son premier rôle à la tête de ce gouvernement a été d'assurer la transition pacifique. Son objectif était de prouver que la gauche marocaine était capable de gouverner de manière responsable, loin des élans révolutionnaires du passé, en respectant les institutions monarchiques. Son deuxième objectif a été d'amorcer les réformes sociales. Malgré des marges de manœuvre budgétaires réduites, son gouvernement a lancé des chantiers majeurs comme la réforme du Code du travail, la liberté de la presse, l'amélioration des droits des femmes et le début de désenclavement des campagnes par l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Enfin, son rôle le plus crucial a été de gérer le passage de témoin royal. Lorsqu'Hassan II meurt subitement le 23 juillet 1999, c'est Abderrahmane Youssouffi,
l'ancien opposant, qui assure la continuité de l'État et encadre l'accession au trône de Mohamed VI dans un calme absolu. La transition dynastique s'est faite sans le moindre heurt, validant la stratégie de Hassan II. L'expérience prend fin en 2002. Bien que l'USFP soit arrivé en tête des élections législatives, le roi Mohamed VI décide de nommer un technocrate indépendant, Driss Jettou, au poste de Premier ministre, mettant fin à l'alternance politique au sens strict. Déçu par ce qu'il qualifiera de non-respect de la méthodologie démocratique, Youssoufy se retire définitivement de la vie politique en 2003. Malgré cette fin abrupte, le gouvernement d'alternance de 1998 reste considéré par les historiens comme une immense réussite politique. Il a agi comme une soupape de sécurité pour le Maroc en réconciliant l'élite de gauche avec la monarchie, en pacifiant l'espace public et en ouvrant la voie aux grandes réformes des droits de l'homme, à l'image de l'instance équité et réconciliation créée pour solder le passé des années de plomb qui marqueront les premières années du règne de Mohamed VI.